toutefois que ceux qui sont en ligne vous écoutent, mais également ceux qui sont dans la salle. Voilà, allez-y. Oui, professeur, vous avez parlé de l'architecture. Bon, je me présente d'abord. Je m'appelle Souleymane Badji, doctorant en égyptologie à Arci, à l'école doctorale à Arci. À UCAD, précisez UCAD. Oui, à l'UCAD. Professeur, vous avez parlé de l'architecture des cercles mégalithiques de la Sénégal, qui sont constitués d'un cercle et d'une pierre frontale, souvent. Donc, vous avez également parlé, je pense bien, de la pierre qui est abattue à l'est pour constituer une porte. Donc, et on retrouve à peu près cette même architecture en Angleterre, en Grande-Bretagne, à Stonehenge. Excusez-moi de la là-bas, il y a un cercle mégalithique avec une ouverture à l'est, ou plutôt au nord-est, comme ici, ce que vous nous avez montré à Wassou et Kerbadji. Il y a aussi le cercle de Brodgar. Donc, je vois que les cercles mégalithiques de la Sénégal, de Wana, de Singayen, de Wassou ou de Kerbadji ont à peu près la même architecture que ce que je viens de citer. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une relation entre les différents constructeurs de ces cercles mégalithiques? Parce que la distance, elle est grande, mais on voit pratiquement presque les mêmes architectures. Donc, la deuxième question, comment vous pouvez nous expliquer ces ressemblances entre ces différents? Et enfin, ne pensez-vous pas qu'il y avait une grande civilisation qui a coiffé tous ces territoires-là pour avoir pratiquement les mêmes choses ici au Sénégal, en Afrique de l'Ouest et dans une partie du monde? Merci. Merci, M. Lebat. Ah oui, il faudra ajouter pour les amis linguistes et pour la petite histoire, comment expliquer que le mot que en breton et que en wolof est le même sens. Et ça fait partie des histoires très bizarres. Avec les amis bretons, les Français qui sont au Sénégal, je pense que les bretons, je sais qu'ils croient qu'ils sont les plus proches des Sénégalais. Alors, c'est le mot de réunir. Merci, c'est une très bonne question. Les pierres levées du Sénégal, les pierres levées de la Bretagne. La parole est à Hadi. Hadi Doy. Là aussi, présentation. Et questions. Bonjour, cher professeur. Bonjour, cher assistant. Je m'appelle Hadi Ndoye, je suis doctorante en archéologie. Je travaille sous la direction du professeur Manion Mecham et du professeur Matania. Moi, j'ai eu à participer à des missions de fouilles, dans les mégalithes du Sénégal, dans les mégalithes sénégalais avec le professeur Luc Laporte. Mais ma préoccupation est la suivante. Je vois que la majeure partie des équipes qui ont fouillé les mégalithes, ce sont des équipes étrangères. À part vous qui avez participé dans différentes équipes et le professeur Matania, je ne vois pas d'autres équipes sénégalaises qui ont fouillé ces mégalithes. Et moi, je me pose la question, pourquoi l'absence des équipes archéologues sénégalaises qui s'intéressent un peu
à des mégalithes, à des sites mégalithiques. Et les étudiants aussi, parce que je ne vois pas beaucoup d'étudiants qui se sont intéressés à ça. Moi, je pense à des questions financières, peut-être parce que les missions de fouilles nécessitent beaucoup de moyens financiers. Est-ce que l'État du Sénégal ou les grandes institutions qui en chargent prévoient des budgets pour financer un peu la recherche archéologique? Je vous remercie. Alors, merci pour cette question pertinente, parce que ça permet également à vous dire de revenir, et peut-être là, les membres de l'équipe auront, après son intervention, à vous faire une révélation très importante. Parce que cette équipe-là qui a traduit, ils l'ont dit d'ailleurs dans la préface, parce que ce que vous voyez aujourd'hui, c'était prévu pour être un simple chapitre, prévu pour le volume 2, culture matérielle, tiroir et sens. Et ce chapitre, grâce à l'équipe qui s'est mobilisée, est devenu un livre très costaud. Donc ça signifie aussi, quand on a un projet, un plan, et la réalité, eh ben, il y a une équipe très solide qui a travaillé. Et même ça nous a gêné un moment parce que ça aurait pu être le premier volume à sortir. Tellement l'équipe avait travaillé. Alors que les autres équipes avaient des difficultés parfois. Donc votre question est très intéressante. Et heureusement que les 5 premiers volumes que l'Histoire générale a sortis, c'est des volumes qui parlent des différentes périodes. Et donc on n'a pas eu ce problème de sortir un premier numéro où effectivement on aurait pu avoir le plus grand nombre d'étrangers. Donc, ce n'est pas seulement les Sénégalais qui écrivent, qui font la recherche. Pourquoi maintenant il y a moins d'argent pour les jeunes, pour les équipes d'archéologues, etc. Donc, c'est une très bonne question à Modibayo. Mais je voulais donner cette information que cette équipe a travaillé tellement vite qu'ils auraient pu sortir le premier volume. Hein. Le premier volume. Le secrétaire général pourra vous le confirmer tout à l'heure. Et lui-même. Donc, merci, c'est une question pertinente. Alors, dites, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, je salue notre invité, mon frère, professeur Amady Bobo. Fort malheureusement, je suis venu en retard, donc j'ai perdu une bonne partie de la présentation. J'ai juste saisi les... Donc, je disais que je salue notre invité, qui est chez lui d'ailleurs. Et fort malheureusement, je suis venu en retard et je m'en excuse et j'ai perdu une bonne partie de sa présentation. Mais je peux toujours me rattraper avec les documentalistes qui vont tout filmer. Et d'abord, par rapport à la question de Khadi, qui dit qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, je vais d'abord féliciter votre persévérance parce que vous racontiez à une des animations comment votre professeur ne voulait pas que vous fassiez archéologie et comment vous avez persisté à le faire parce qu'il fallait aussi des spécialistes dans ce domaine extrêmement important et qui montrent aujourd'hui, qui donnent raison encore une fois à Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire l'unité culturelle de l'Afrique noire dans sa diversité, c'est-à-dire avec ses mégalithes aussi, comme disait le professeur Fall, ça montre l'unité culturelle en fait de l'Afrique parce qu'on les trouve en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Sud, bien entendu dans leur diversité. Et ce que j'ai retenu en particulier, c'est votre dernier questionnement. Et je vous ai déjà entendu à RFI mettant presque le point sur la table à propos de notre histoire. Je pense que, comme disait Cheikh Anta Diop, cette colonisation mentale est encore là. Quand j'écoute par exemple lors de la campagne électorale, beaucoup disaient on a commencé à voter en 1848, ce qui est fondamentalement faux.
puisque si on prend le Fouta Jalon en 1725 déjà, il y avait les Almamia, donc les Almami étaient élus. Quand on prend le Fouta Toro, 35 Almami se sont succédés, de 1776 jusqu'à la colonisation. Ces Almami étaient élus, les Damel étaient élus, les, comment ça s'appelle, chez les Lébous étaient élus. Donc, il y avait une différence, ce n'est pas la forme électorale occidentale, mais il y avait des élections, il y avait des critères, et d'ailleurs, si on prend la charte de Mandé, si on prend la charte de Torodo, qui fixe ce qu'on appelle aujourd'hui la bonne gouvernance, comment élire, qui élire, comment destituer, etc., etc., etc. Donc, moi je l'ai souvent dit, je pense qu'au lendemain des indépendances, on aurait dû s'asseoir, voir où est-ce qu'on en était avant que le blanc ne vienne chez nous. Comme avait coutume à dire Cheikh Anta Diop, avant toute influence extérieure. Et qu'est-ce que cette histoire nous a apporté et quelle était notre histoire? La dernière fois, quand je devais intervenir lors de la Ziara, on parlait de responsables traditionnels, de chefs traditionnels, de chefs, etc., etc. J'ai dit, mais traditionnel, c'est souvent très stéréotypé, c'est-à-dire arriéré en fait. Mais avant cela, qu'est-ce qu'on avait? N'est-ce pas? Et en creusant, en menant mes recherches, je vois que le Fouta, que vous connaissez très bien, a pratiquement une histoire de 1031 années. Du Tondion, etc., en passant par jusqu'à l'Almamia. Donc on ne peut pas quand même effacer plus d'un millénaire d'histoire pour partir de la sombre histoire, de notre sombre histoire, c'est-à-dire la colonisation, la post-colonisation, etc., etc. Donc je crois qu'il nous revient d'appliquer simplement ce que Cheikh Anta disait et qu'on ne l'entendait pas. Il disait, ce sont les jeunes du XXIe siècle qui vont me comprendre. Je pense en fait que c'est au XXIe siècle qu'on commence à le comprendre. Parce que, comme disait le professeur Fall tout à l'heure, il en a parlé, mais personne ne l'a entendu, personne ne l'a répété, personne n'a creusé. Et c'est maintenant, enfin maintenant, je veux dire les 30 dernières années, ce qui est très peu dans l'histoire humaine, qu'on commence à creuser. Donc, je pense que on revient simplement à ce que Cheikh Anta disait. Et si, je dis souvent que, par exemple, les fondements, si nous les Africains, nous n'avons pas lu ou nous n'avons pas compris, les Occidentaux ont lu et ont compris. Et c'est pourquoi ils ont empêché Cheikh Anta Diop d'enseigner en 1960 ou 61 à l'université de Dakar, qui n'était pas une université de Dakar, mais qui était une université africaine, où 23 nationalités africaines étaient représentées, parce que il allait déconstruire, parce que son œuvre est un outil de décolonisation mentale. Et qu'il est temps, surtout avec ce régime qui se dit de rupture, de se réapproprier de notre patrimoine culturel et de retourner à notre histoire. Le maître Wade dit dans un dessin sur l'Afrique, un document aussi académique qu'il soit, s'il me parle de colonisation et pas de résistance, je m'en détourne. Il est temps, je ne dis pas qu'on se détourne parce qu'on l'a assez raconté, cette histoire coloniale, qu'on la mette de côté et qu'on revienne à notre histoire depuis des millénaires et des millénaires, telle que l'archéologie la raconte, telle que vous la racontez, vous et vos équipes, qui demeure en effet, comme dit Khadi, encore minime. Il s'agit d'élargir, de former plus de jeunes pour aller creuser davantage. Et c'est sur ces bases-là aussi qu'on va bâtir ou construire le panafricanisme. Dépasser ces nationalismes, comme disait le professeur Fall. Je vous remercie. Voilà, merci d'avoir posé ce problème. Je pense qu'Amélie a pris bonne note, comme la question posée par Maud Fall tout à l'heure,
sur la bibliothèque coloniale, mais aussi sur le discours, les mots qu'on utilise, ce que les Américains appellent color line. Aux États-Unis, toujours les gens voient les problèmes en termes de blanc, noir, jaune. Qui a inventé ces mots? Nous, qu'est-ce qu'on utilise en Afrique? Qu'est-ce que ça signifie? Khérer, Nul, Balejo, Chapato. Nous, comment on nomme les gens, la diversité? Qu'est-ce que ça signifie être Wolof, Pulaar, Séeréer, Ndiol, Gat, Yaram, tous ces mots-là, noble, bon, il faudra effectivement qu'on revienne là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de mots qu'on utilise nous-mêmes quand on s'exprime avec énormément de difficultés. Donc on va donner la parole à Ndiouf Ndial. Je vais revenir à... Non, je vais revenir à ceux qui sont dans la salle, parce qu'on prend en fonction des inscriptions. Ndiouf, même si on est à... Ndiouf, Ndial, vous avez la parole, après on revient à Aïssatou Seck. Tu es en salle. Ndiouf, allez-y. Je pense qu'on m'entend. Oui, on vous entend très bien, Ndiouf. Oui, merci. Donc c'est Ndiouf Ndial. Bon, je m'intéresse beaucoup au savoir endogène. J'ai animé des ateliers pour les commissions ISESCO, UNESCO en Afrique. Hein. Bon, alors, merci pour les intervenants. Et je suis d'accord avec le professeur Fall. En effet, les Africains sont devenus musulmans, sont devenus chrétiens, francophones, sénégalais, togolais, centrafricains, etc. Nous sommes devenus ça. Mais ce n'est pas notre être moral et culturel. Donc nous devons extirper de notre mentalité ces gens de nationalité, bien sûr. Alors, pour revenir au thème, merci beaucoup. Pour revenir au thème, je veux surtout rapidement parler des sites mégalithiques en pays sérieux et surtout le site dont a parlé beaucoup en forme de cercle. D'après les interviews auprès des dépositaires de savoir endogène, ce genre de site en cercle traduit au-delà de cette culture, traduit surtout un espace portacle. C'est là où des sages se réunissaient et chaque pierre était symbole de concentration énergétique qui permettait des échanges, de lecture du champ vibratoire en présence. Ce champ vibratoire, c'était un espace de communion avec le monde immatériel. C'était un espace en cercle qui permettait aux sages sérieux de prendre des décisions concernant la vie communautaire. Et si vous remarquez bien, le cercle mégalithique a été reproduit au niveau de l'habitat sérère. L'habitat sérère conserve toujours un cercle au milieu du site où vivent les populations. Un cercle qui s'appelle le Pinch, bien sûr, ou bien un cercle Ongel Fama. Donc le cercle mégalithique est reproduit en milieu de vie communautaire. C'est un symbole énergétique de convivialité, un symbole qui permettait des échanges. Donc le cercle mégalithique, un espace oracle. Si on va en pays Dogon, c'est justement ces cercles de type en cercle qui étaient des stations d'observation de l'univers stellaire. C'est là où l'astronomie Dogon est née. Et c'est là où on faisait des échanges d'observation. Et la science du XXe siècle a attesté toute la pertinence scientifique des sites d'observation en pays Dogon. Donc cette dimension spirituelle du site mégalithique, je pense que beaucoup et son équipe là doivent prêter une petite attention à cela et introduire la dimension spirituelle du site mégalithique dans la configuration des formations sociales en milieu communautaire africain. Je vous remercie.
merci. Maintenant, je reconnais que c'est Charles Cathy. Alors, c'est une double gueule. Alors, je précise que Charles, c'est. Tout à l'heure, je parlais à la base d'un militant de l'association pour l'alphabétisation. C'est aussi un grand musicien, un guitariste talentueux. Merci. Tu aurais pu jouer également un programme de musique sérère. Comme ça. Alors, maintenant, tout ce que tu as dit à propos de l'astronomie, je pense que, comme Moudou Fall l'a fait, c'est vrai que ce livre-là, les égyptologues également posent problème, parce que les sérères, quand on en parle, le volume que Aboubakri Moussalam et moi nous avons dirigé, bon, pour nous, il n'y a pas de doute, les sérères, les wolofs, les alpulaar, et l'Égypte pharaonique, ça, pour nous, c'est une question réglée. Je rentre à raison. Mais le problème, c'est effectivement combien de migrations il y a eu, comment expliquer que les sérères dont Charles parle, effectivement, se retrouvent très bien avec des mégalithes, mais les sérères qui étaient en Égypte, avec les ancêtres qui étaient en Égypte pharaonique, quand est-ce qu'ils sont partis? Est-ce que tout le monde est venu en même temps au Sénégal? Est-ce qu'il y a eu des vagues? Donc vraiment, c'est un livre qui pose énormément de problèmes. Et je crois que beaucoup pourra donner son point de vue là-dessus. Alors, dernier intervenant avant que beaucoup ne réagissent, c'est Aïssatou Seck. On dit qu'il y a Mamoudou As. D'accord. Mademba. Ah, c'est notre ami Mademba As. Voilà. Donc, Aïssatou, vas-y, après on donne à Mademba. Aïssatou, allez-y. Présentation et en même temps intervention. Pour ceux qui sont dans la salle. Voilà. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, professeur, pour votre présentation. Je suis Aïssatou Seck, je suis doctorante en histoire de la santé pour la période moderne contemporaine. Alors, j'ai vu tout à l'heure dans votre exposé des fausses communes qui représentent des tombes communes apparemment. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui est dit à ces fausses communes-là? Est-ce qu'il y a eu des morts simultanées dans ces sociétés-là? Si oui, est-ce que cela ne renvoie pas à des phénomènes épidémiques? Je vous pose cette question parce que si on se réfère souvent à la bibliothèque coloniale, aux sources d'archives, on a l'impression que l'histoire des épidémies commence avec la colonisation et que c'est la médecine occidentale, comme on nous le présente souvent, qui a géré ces épidémies-là. Et si je vois qu'il y a eu des fausses communes, pour moi, je me dis que c'était pas dû à des morts simultanées. Si c'est dû à des morts simultanées, autant pour moi, c'était dû forcément ou bien évidemment à des épidémies. Si oui, est-ce qu'on a eu des gens qui ont eu à gérer ces épidémies-là? Parce que souvent on se dit que c'était la médecine occidentale qui a eu à gérer toutes les épidémies et qui a, comme on dit souvent entre guillemets,